Rien que de dire le mot hypnose, déjà, parfois ça suscite tellement d'imaginaire et tellement d'attente qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Là, c'est parti pour une expérience de dingue. Est-ce que, grâce à l'hypnose, on pourrait faire vivre une expérience psychédélique? Est-ce qu'on pourrait faire que quelqu'un soit défoncé, C'est ça qui est concrètement? Ouais. Juste avant que la vidéo commence, je vous fais ce petit message pour vous indiquer qu'on a créé notre talk show sur Twitch avec le youtubeur Deltaplan. Le talk show a lieu tous les dimanches à 20h sur la chaîne Twitch Trippy Talk, et dans cette émission, on reçoit des viewers qui viennent raconter leurs trips sous différentes substances psychédéliques. Le lien de la chaîne est dans les commentaires, alors on vous attend nombreux là-bas chaque dimanche à 20h. Voilà, on peut commencer la vidéo. Salut à tous, c'est Psychosmos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle dans laquelle on va pouvoir discuter avec Mourad, qui est praticien en hypnose, mais aussi ingénieur en physique des particules. Il fait vraiment plein de choses, vous allez voir. Et dans cette entrevue, on va pouvoir parler d'hypnose et d'expériences psychédéliques, et aussi voir le lien entre ces thématiques qui se rapprochent sur beaucoup d'aspects. En plus de ça, on vous réserve une grosse surprise pour la fin de la vidéo, alors n'hésitez pas à bien suivre. Et donc, je te remercie Mourad de t'être rendu disponible aujourd'hui pour discuter avec moi. Ça me fait super plaisir. Et peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Ouais, merci pour l'invitation. C'est la première fois que je parle à un élan virtuel. C'est toujours difficile de se présenter. Je m'appelle Mourad. Je suis, comme tu l'as dit, ingénieur en physique initialement. J'ai aussi un master en études internationales. Ça, c'est un peu mon background académique que j'ai petit à petit délaissé, on va dire. Aujourd'hui, je suis praticien en hypnose, très intéressé par les états de conscience, aussi intéressé du coup par tout ce qui touche aux états de conscience modifiés, donc forcément l'hypnose, mais aussi les rituels, les psychédéliques, la danse, plein d'autres activités qui tournent autour des états de conscience modifiés. Ça fait 8 ans que je pratique l'hypnose. J'étais initialement très sceptique. C'était presque encore à l'époque mon archétype de physicien qui s'intéressait à mais pourquoi ce truc-là marche. Il faut vraiment que je le teste et il faut que je le mette en pratique. Et en fait, petit à petit, j'ai vu que ça marchait. J'avais une carrière à côté, que j'ai délaissée aussi. Et petit à petit, je voyais que ça marchait. Petit à petit, ça s'est développé. Petit à petit, je l'ai appliqué à la thérapie en me faisant former. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est fait pour moi. Go, je fais ça à fond. Voilà. Ouais, c'est assez fou de se dire que là, tu pars de ce background de scientifique. Et en fait, petit à petit, tu as eu ce questionnement par rapport à l'hypnose. C'est aussi un questionnement que j'ai beaucoup eu aussi. Se dire, mais c'est assez fou que ça fonctionne comme ça. Et du coup, peut-être pour les personnes qui connaissent pas vraiment ce que c'est l'hypnose, comment tu pourrais l'expliquer concrètement? Ouais. C'est vrai que c'est marrant, on met toujours un peu en face le background scientifique face à ça, parce qu'il y a plein de mythes qui sont véhiculés autour. Mais je pense que ma pratique, en fait, j'essaie de garder, même pas volontairement, je crois que je garde une manière d'aborder la chose de manière très scientifique, très empirique, très expérientiel. Je teste et puis je gratte et puis je vois un truc. Maintenant, la définition de l'hypnose, compliqué parce que scientifiquement parlant, il n'y a pas de consensus. Donc on est un peu bloqué. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Déjà, je vais commencer à parler au pluriel d'hypnose, avec S. Donc, des états d'hypnose, pour le coup. Parce qu'il n'y a pas un état unique qui singularise un état d'hypnose dans lequel on mettrait une personne et duquel on sortirait. En fait, l'hypnose est une manière... Manier l'hypnose, c'est manipuler nos perceptions sensorielles. Donc ça peut être agir sur du cognitif, sur du perceptif, agir sur du moteur, sur des sensations physiques, donc sensorielles et physiologiques. Et donc en fait, selon ce que tu vas moduler, tu vas avoir des effets différents. En plus de ça, tu as la subjectivité des individus. Du coup, en fait, tu as tout un panel et chaque personne va y réagir différemment. Rajoute donc dans cette subjectivité tous les conditionnements socio-culturels. Du coup, c'est très difficile de définir un état d'hypnose. Par contre, je vais quand même essayer de répondre à la question, qu'est-ce que c'est? Il y a 3 piliers principaux de ce qui peut amener vers un état d'hypnose. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la focalisation de l'attention. C'est vraiment rester focus sur une tâche, ou focus sur un point, ou focus sur une activité, observer la lune, observer un feu. Focalisation de l'attention. La deuxième, c'est l'absorption. C'est une capacité qui peut-être se perd un peu aujourd'hui avec plein de stimuli externes, mais la capacité à être tellement pris par une tâche qu'en fait on fait abstraction du monde autour, on est pleinement pris dedans. Ça, on peut imaginer, n'importe quelle activité en mode dessiner par exemple. Je dessine et puis au bout d'un moment, en fait, j'ai plus le temps qui passe, je perds un petit peu notion des choses.
Ça peut être, je sais pas, moi je suis dans un festival et puis je suis tellement pris par la musique que je perds notion des choses, je perds le temps, je perds mes potes qui sont autour, tu vois. Donc, une grosse capacité d'absorption. Plus on l'augmente, plus on rentre dans l'expérience quelque part. Et le troisième point, il est aussi un petit peu plus difficile à définir, mais en fait, c'est notre capacité à répondre à des suggestions. Donc dedans, en fait, t'as un mix, t'as empathie, capacité à ressentir ce qu'on te propose comme expérience. Tu as imaginaire, capacité du coup à développer ton imaginaire pour modéliser l'expérience qu'on te propose. Et du coup, avec ces trois ensemble, bah, ça te crée un état d'hypnose. Maintenant, à quoi ça ressemble ou à quoi ça goûte, on va dire, un état d'hypnose? On le connaît un petit peu tous. C'est de base, c'est un petit peu le pilote automatique. Tu vois, quand tu te mets en mode auto, tu fais un truc et tu réfléchis pas trop. Tu conduis, tu réfléchis pas trop et en fait ta tête elle part ailleurs. Imagine par exemple la douche. T'es sous la douche, t'as pas de processus cognitif de en fait je vais faire tel shampoing, stratégie, douche, shampoing, gel, après je vais me savonner, je vais me frotter, ensuite on n'y réfléchit pas, on va sous la douche. Et souvent, le fait d'être dans un mode automatique, bah, c'est là où on a des petites idées qui nous viennent, alors que ça fait des heures qu'on a cogité cognitivement sur un problème qu'on pensait insoluble. Et là, d'un coup, paf. Donc, ces petits moments on se dit, tiens, j'étais pas là, c'était comme si j'étais ailleurs. Tiens, j'avais l'impression de pas être là, d'être ou de pas être là, tu vois. Ça, c'est déjà des états d'hypnose que tout le monde a déjà vécu. Maintenant, tu peux pousser la chose, tu peux rentrer dans l'état de flow, un état où ta créativité, elle déroule, l'état d'hypnose. C'est pour ça que je parlais au pluriel avant. Tu peux rentrer dans des états de rigidité absolue. Je sais pas, imagine, tu rentres dans un combat, bah, tu vas te préparer en amont, tu vas commencer à te raconter des choses, donc tu as un discours interne qui va se mettre en place, et tu vas sentir un changement dans ton corps, état d'hypnose. Puis aussi, tu as des états d'hypnose un peu négatifs, genre une grosse crise de panique, une peur qui n'est pas là, une phobie a priori étrange, état d'hypnose. Donc en fait, c'est tous les états qui caractérisent un changement de ce qu'on pourrait appeler mode de fonctionnement ordinaire. Voilà. Je suis désolé parce que la définition elle n'est pas très claire. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de consensus, mais disons état modifié de conscience qui suscite une focalisation d'attention plus poussée, une capacité d'absorption et une capacité d'imaginer. C'est le plus proche que je puisse faire. On sort un peu de la vision de l'hypnose que les gens y connaissent le plus possible, de ce qu'on voit de Mesmer qui va donc faire de l'hypnose de spectacle. C'est qu'en fait, toi tu dis qu'il y a plein de manières d'être hypnotisé et puis ça nous arrive au quotidien en fait, c'est ça? C'est ça. Ouais. En fait, quand je raconte ça, c'est toujours à double tranchant. Parce que si je raconte à quelqu'un qui sait pas du tout ce que... Comment je veux dire? Je donne un exemple clair. Imaginons que j'ai une personne qui arrive et qui a un imaginaire de dingue. Elle sait pas ce que c'est l'hypnose. En réalité, elle est capable de partir très loin et de créer des mondes de dingue, elle a un monde créatif de fou. Si elle vient chez moi et que je lui dis, en fait, l'hypnose, c'est comme conduire. En fait, l'hypnose, c'est comme faire un geste mondain, un petit geste de rien du tout. En fait, ça va de nouveau lui suggérer que je suis en train de lui contraindre sa vision de ce que c'est l'hypnose. Elle va dire, bon, en fait, c'est ça l'hypnose. Bon, bah, si c'est juste comme se perdre dans ses pensées, bof, quoi. La personne, elle s'attend à un vrai truc. Donc typiquement les personnes qui montent sur scène avec Mesmer, eux, il n'y a pas besoin de leur dire, tu sais, l'hypnose c'est comme juste... eux, rien que de dire le mot hypnose déjà, parfois ça suscite tellement d'imaginaire et tellement d'attente, il n'y a pas besoin d'expliquer. Là c'est parti pour une expérience de dingue. Et après tu as l'autre bout, les gens qui vont dire, l'autre bout du spectre, les gens qui vont dire mais j'y crois pas du tout, ça marche pas, ça n'existe pas. Bah là, je suis obligé de repartir par des explications plus terre à terre qui existent vraiment, qu'elles connaissent. Comme ça, elles peuvent s'approprier l'idée et se rendre compte, ok, ça veut dire ça. Et petit à petit, expliquer que, par exemple, dans des rituels de trance nord-africains, par exemple les Gnawa, ou des rituels de trance avec des substances, ou des rituels de trance musicaux avec des tambours, en fait, on est en train de manipuler la même matière humaine, qui est cette manipulation des états de conscience. Et c'est aussi des états d'hypnose. Donc, ouais. Ça sort un peu de la vision hypnose de spectacle, mais ce qui se passe en hypnose de spectacle, c'est incroyable, et ça fait partie de l'histoire de l'hypnose aussi. Ouais, complètement. Du coup, cette hypnose, ça reste donc des états modifiés de conscience qui sont définis comme ça. On parle aussi de transe hypnotique, c'est ça? Ouais. La transe, c'est toujours un peu difficile à définir, parce qu'on va
on doit définir qu'est-ce que c'est la norme, qu'est-ce qu'un état de conscience ordinaire, et ensuite c'est tout ce qui va sortir de cet état ordinaire. On pourrait se dire, mon état ordinaire, c'est un état où je ne vais pas douter de la structure du monde autour de moi. J'ai des conditionnements sociaux, et je ne vais pas douter de ces conditionnements sociaux, ils sont là. J'ai une manière de réagir, je te tends la main, tu vas la serrer, c'est une norme sociale, personne va venir dire « Pourquoi tu fais ça? Viens, on se salue en se tapant le front. » Bizarre, tu vois. Si je te fais ça, tu vas dire « C'est bizarre. » Et il y a moyen que ça soit un début d'état de transe. Si vraiment on approfondit, il y a moyen d'utiliser ça. Donc la transe ou l'hypnose, je dirais que c'est tous les phénomènes vécus, expérientiels, qui vont décaler et sortir d'un état ordinaire où je considère tout comme d'habitude, vers un état où je vais considérer d'un point de vue nouveau, ou d'une manière un peu surprenante, ou plus spontanée, où je vais pouvoir voir n'importe quel stimulus d'une nouvelle manière. Si je prends l'exemple d'une phobie, c'est un état de transe négatif. Je vois une araignée, je sais dans ma tête, cognitivement et rationnellement, c'est juste une petite araignée, elle ne me fait rien. Enfin, si on est en Suisse, si on est en Australie, peut-être c'est différent. Mais du coup, il y a une peur, si la personne a une phobie des araignées, il y a une peur complètement irrationnelle qui monte avec plein de psychosomatiques qui en suit. À ce niveau-là, on est dans un état de transe, donc on n'est pas dans une réaction ordinaire à un stimulus, et on se décale. Si on propose une expérience hypnotique à une personne qui a phobie des araignées, on est capable assez vite, en fait, de lui permettre de voir le même stimulus qu'elle considérait, je sais pas moi, traumatogène, je sais pas quoi. On lui propose de changer de point de vue et de considérer ça d'une autre manière. Et en spectacle, il y a plein de gens qui font ça en amenant ça pose des questions éthiques. On amène des serpents à une personne qui a une phobie des serpents. Et en fait, elle se retrouve à caresser le serpent comme si de rien n'était. C'est hyper intéressant. Et voilà, je pense que maintenant tu connais ce que je fais sur cette chaîne. Où on parle plus donc de psychédélique. Donc on va un petit peu aller sur ce sujet-là. Ça me fait assez écho de me dire que quand tu dis que l'hypnose c'est un état qui n'est non ordinaire, un état modifié de conscience qui n'est non ordinaire, moi ça me fait vraiment directement penser aux états qu'on peut vivre sous substances hallucinogènes. Qu'est-ce que tu en penses de ce lien qu'on peut faire? Ce que tu dis, c'est exactement ça. Dans les deux cas, il y a une mobilisation sensorielle différente. Il y a une action sur notre perception, une action sur notre cognition, une action sur nos émotions. Et donc en fait, ça va altérer notre rapport au monde. Ça vient déconstruire notre rapport au monde, non seulement en termes de, on va dire, abstrait, croyances, valeurs, tout qui change, lien aux autres. Je connais des personnes qui peuvent être dans un... J'aime pas trop, pour ceux qui me connaissent, j'aime pas trop définir les gens en introvertis et extravertis. Je trouve que ça n'existe pas. Je définis les gens comme omnivertis, c'est-à-dire ça dépend du contexte. Mais il y a des personnes qu'on pourrait décrire comme étant introvertis qui, grâce à ça, en fait, ça leur change leur manière d'aborder l'autre, le rapport à l'altérité. Enfin, c'est des thèmes que je trouve fascinants dans toutes les pratiques d'introspection, hypnose comprise, psychédélique compris, rituel compris, etc. Et tu as des modifications et des altérations plus tangibles, genre notion du temps, pas très tangible, mais genre notion de l'espace, des hallucinations de distorsion de l'espace, structure du réel, je sais pas comment on pourrait dire ça. Ça rejoint d'ailleurs de nouveau un peu mes amours premières avec la physique et qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que le monde qui nous entoure, qu'est-ce que la matière, etc. Donc forcément, le pont, il est clair. Et même en termes neurophysiologiques, il y a certaines activités qui sont un peu similaires. Alors je ne saurais pas trop en parler, je ne suis pas non plus un expert, mais je sais qu'en termes de réseaux neuronaux les plus connus, ECN, Executive Control Network, SN, Silent Network et Default Mode Network, l'activité neuronale semble aussi parfois ressembler, encore une fois, pas dans tous les contextes. Comme il y a des états d'hypnose, si je suis en train de me surfocaliser sur un truc créatif, ça va pas ressembler à une expérience de dissolution. Mais si tu fais une expérience dissociative plus, force est de constater qu'en fait le rapport à soi, le rapport à l'interoception, il va être altéré. Donc forcément, on va avoir les mêmes patterns, on va dire, se dessiner.
toi, tu t'es beaucoup intéressé donc, à ces états modifiés de conscience, notamment avec l'hypnose, avec les psychédéliques aussi. C'est quoi, toi, ton rapport avec les psychédéliques ? Ouais, c'est une question qui me fait rire. Hein. C'est un tout pour moi. Mon histoire a commencé avec les Gnawa, avant l'hypnose, avant tout ça. Le Gnawa, c'est un style de musique, si on le prend que d'un point de vue surfacique, un style de musique nord-africain. Mais si on y creuse plus, en fait, c'est tout un rite nord-africain et ouest-africain, très codifié, de structure, d'espace rituel, où il y a un certain set de choses à faire, une certaine construction musicale qui permet à des gens d'atteindre des états de transe spontanés. Mais on danse sans action agente. C'est-à-dire, tu vas pas te dire c'est moi qui vais commencer à vibrer de telle manière. C'est pas un truc cognitif. Et donc là, pareil, si on repart vers la notion d'état d'hypnose, on se retrouve avec cette perte d'agentivité. Si on part avec les psychédéliques, on retrouve aussi cette perte d'agentivité. C'est pas moi qui fais, c'est la substance qui m'apporte. Et je suis un peu observateur de ce qui se passe. Et cette notion, elle est centrale dans tous les états de transe. Une notion d'altération du sens de l'agentivité. Je suis plus forcément agent. En hypnose, on verrait une main qui se lève toute seule. On fait « Oh, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe ?» Je sais pas moi, hallucination visuelle, psychédélique, c'est « Oh, ce truc-là me parle et tout. » Et en danse ou en gnawa, ou il y a encore d'autres rites, ce serait une action, on va dire, motrice, spontanée. Et donc j'ai commencé avec les gnawa. Petit à petit, la philosophie, notamment soufie, qui est une mystique de l'islam, qui m'intéressait beaucoup. C'est un peu du néoplatonicisme, si on le ramène chez les occidentaux. Avec pareil, des notions d'aller chercher des états de conscience modifiés par des actions répétées, par du chant. Je me suis intéressé aux méditations extrêmes orientales, donc bouddhistes et taoïstes. Hindouistes, c'est un petit peu plus complexe, mais on retrouve évidemment les mêmes concepts. Et donc petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser, j'étais un féru de mythologie gamin, pas par agentivité directe, on m'a donné un CD de mythologie, du coup j'ai commencé à écouter ça. Donc petit à petit, toutes ces constructions se sont mises en place, il y a la physique, je trouve qu'avoir fait physique, c'était en fait... mon parcours peut poser parfois question, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur, c'est cette curiosité sur conscience, matière, c'est quoi, enfin juste répondre à la question, ça c'est quoi. Ouais, t'arrives à complètement lier en fait c'est ça, dans ma tête, ton background. Tout fait sens. Et donc forcément, quand on arrive au... Moi, mon entrée, c'était via les plantes de pouvoir. Donc, c'est pour ça que je les différencie de psychédélique, parce qu'il y a aussi de la sémantique qui est derrière. Psychédélique, c'était un terme qui a été placé, alors qu'il y a plein d'autres rituels ancestraux qui utilisaient plantes de pouvoir, des alliés, enfin, plein de termes. Du coup, forcément, moi, je vois un rite qui s'inscrit dans toute une approche mythico-rituelle, toute une approche cosmogonique, avec plein de, je sais pas moi, d'agents, de dieux, d'entités. Ben, mon esprit de gamin, il a envie d'écouter l'histoire, de tester, tu vois, de voir. Et en plus de ça, ces voies-là, en tout cas les voies rituelles, prétendent, ou en tout cas tentent de répondre à toujours cette même question fondamentale des questions de vérité fondamentale. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est le soi? Qu'est-ce que c'est la vie, la mort? J'adorerais répondre à ces questions constamment. Enfin, en tout cas, essayer de réfléchir à ces questions constamment. Si je pouvais être payé pour faire ça, je devrais faire un PhD en philo. Je dis la même chose. Si je gagne au loto, je fais que ça. Je fais que des études en philosophie. C'est ça. Il faudrait payer les philosophes. Et donc, le lien que je fais, mon rapport à ça, c'était un rapport assez naturel. Donc si je vois quelqu'un qui prétend me dire que telle plante et telle manipulation de tel rituel apporte une compréhension différente de notre rapport au monde, bah forcément ça m'intéresse. Je me suis intéressé beaucoup au rite mexicain. Pas entièrement par chance, probablement un peu par chance. Il y a la langue en commun. Et puis je suis fasciné par leur construction du monde, qui fait complètement opposition au fonctionnement dualiste en Occident et en Orient, au Proche-Orient. En fait, une fois que j'y étais, je les ai observés en train de faire des cérémonies, et avec mon œil de physicien plus ensuite d'hypno, je voyais en fait une construction rituelle très codifiée. C'est pas prends ce truc-là,
tu tapes 3 fois sur le tambour, et bon, forcément, tu vas avoir un agent chimique, tu vas avoir une expérience. En fait, il y a vraiment une codification assez nette, un sens du rituel qui ressemble à ce qu'on propose en hypnose, avec l'induction. Il y a une induction, elle est chimique, avec la plante ou autre. Elle est verbeuse, on va dire. Pas que, on peut faire avec que du corps aussi, en hypnose. Ensuite, tu as l'altération de la perception du monde, les deux. Et ensuite, tu as un cadre interprétatif libre. Et là, tu l'insères selon tes croyances, selon le cadre dans lequel tu es, etc. Donc moi, je vois vraiment les deux trucs aller de pair. La différence que l'hypnose, il n'y a pas d'agent chimique, rien à prendre. C'est important de dire que dans ces rituels-là, c'est pas que la prise de la substance qui va créer ça. tout le trip, on peut l'appeler comme ça, parce qu'on a un peu tendance à prendre ça de cette manière en Occident, un peu de manière moderne, c'est qu'on va prendre la substance et on va attendre que quelque chose se passe. C'est ça. Alors qu'en fait, qu'il y a quand même tout un travail qui est censé se faire, et nous on prône aussi ça dans la réduction des risques, c'est qu'il y a quand même dans cette prise qui est dite dans un sens récréative ou même introspective, il y a quand même ce qu'on appelle le set and setting, donc toute cette préparation en amont. Complètement. C'est un peu mon rapport sur la deuxième partie à ta question que j'avais oubliée tout à l'heure. En Occident, il y a un rapport, il y a une renaissance maintenant de l'interro-psychédélique, et puis il y a ce fameux rapport récréatif. Moi, personnellement, ça m'avait jamais parlé parce que ça ne répondait pas à ce monde un peu de rêve, de mythologie, tu sais, que ça entourait. Le rapport à la substance, on va dire, à n'importe quelle prise psychédélique, c'est une condition, pour reprendre des termes de logique, qui n'est pas nécessaire et suffisante pour avoir une expérience profonde, introspective, mystique peut-être. On n'en a pas forcément besoin. Ça existe, c'est une technologie humaine que toutes les civilisations humaines, la civilisation humaine au singulier, a manipulé, a mis en place pour répondre aux mêmes questions fondamentales. Donc forcément c'est là, mais on n'en a pas forcément besoin. On peut atteindre des états de dingue en mode passif, en méditation bouddhiste. Et d'ailleurs, les bouddhistes, eux, prônent la non-intoxication totale, vraiment la sobriété absolue, la vérité suprême, non altérée par autre chose. Donc, en fait, il y a d'autres voies d'exploration qui n'ont pas forcément besoin de ça. Et ça, j'ai l'impression que c'est toujours un truc intéressant à rajouter parce que c'est tellement attirant pour certaines personnes qu'ils vont se dire forcément je dois passer par cette voie. Pas forcément. Mais c'est vrai que je pense que les personnes n'ont pas assez de patience peut-être à faire de la grosse introspection. La méditation, ça peut être chiant franchement. C'est long, il faut vraiment s'y adonner, il y a de la régularité. L'hypnose, elle a le mérite d'être un petit peu plus active, mais ça demande une certaine vulnérabilité, une certaine ouverture pour aller explorer. Mais dans les deux cas, en fait, à tout moment, si j'ai envie de me lever, d'arrêter l'expérience, je le fais. Je m'arrête de méditer, je me bouge et puis je sors. Une grosse, une grosse prise mal gérée, en fait, t'as pas d'action, t'as pas d'agentivité. Tu dois passer par ton trip ou n'importe quelle expérience jusqu'à la fin. Donc à la fois c'est attirant parce que t'as pas besoin de faire d'efforts, ça va venir. Et en même temps, t'as le versant de, il n'y a pas de bouton stop. Du coup, tu as quand même un sacré background de connaissances, en tout cas, sur ces expériences psychédéliques. Ouais, je suis mon propre référent, donc je sais pas. Ouais, moi je te le dis alors, de l'extérieur. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voyait toutes ces similitudes entre l'hypnose et les psychédéliques. Et puis on en vient avec cette grosse question que moi je me suis beaucoup posée déjà par le passé, c'est est-ce que grâce à l'hypnose, on pourrait faire vivre une expérience psychédélique? Est-ce qu'on pourrait faire que quelqu'un soit défoncé concrètement? Ouais. Alors, je réponds par une histoire. J'ai déjà fait, quand je faisais l'hypnose rapide, l'hypnose de rue, j'ai déjà fait halluciner une personne qui prenait un joint de cannabis virtuel, imaginaire, hypnotique, et qui est partie dans un état, dans une bonne dizaine de minutes, d'un état de high très agréable. On pourrait se dire, ok, la personne a déjà fumé, elle va simplement, en fait, son cerveau connaît déjà l'expérience, elle va simplement le répliquer. Non, en fait, cette personne-là n'avait jamais touché quoi que ce soit. Mais parce qu'on arrive à être conditionné et qu'on a une puissance d'imaginaire, on a déjà vu des gens foncer, on a déjà vu à la télé l'imaginaire de ce que ça a fait.
Du coup, la personne, elle prenait une espèce de joint imaginaire, mais vraiment, elle n'avait jamais touché une cigarette, puis elle fumait comme ça, un truc qui n'existe pas, vraiment comme ça. Hein. Premier réflexe, c'était tousser. Alors qu'il y a rien, ça brûle et tout. Et moi, je regardais ça enfin, j'essayais de garder une contenance parce que, tu vois, je proposais l'expérience, et en même temps, j'étais tellement amusé et tellement fasciné parce que c'est ce que le cerveau est en train d'inventer, tu vois. Donc ouais, on peut manipuler tellement l'imaginaire, et on a déjà des capacités intrinsèques tellement développées, qu'on peut avec l'hypnose créer des expériences très 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 proches, voire similaires aux expériences psychédéliques. Et ça peut être vachement marrant. Bah ouais, je pense que ça doit être assez fou, clairement. Après, je me dis, est-ce que une personne qui a donc jamais pris de substance, elle va du coup réussir à recréer ce qu'elle pense être le trip, c'est ça? Alors, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire, est-ce que la personne a cette capacité d'imaginaire à le faire? Forcément, si la personne a un imaginaire foisonnant et qu'elle a eu plein je sais pas moi, de suggestions dans le monde de tous les jours, dans les films, etc., forcément, ça va aider. Mais en plus de ça, l'avantage de l'hypnose, c'est que tu as quelqu'un qui te guide, qui va venir rajouter du descriptif, rajouter des phénomènes, rajouter des changements de perception, qui montent en fait en échelle, qui vont en fait crescendo comme une montée d'effets, et qui vont monter crescendo pour t'accompagner dans ta... Donc, en fait, est-ce qu'il faut faire un effort? Peut-être que si on a déjà une expérience, au contraire, ça nous contraint. Parce qu'on va se dire, ça va être comme ça. Alors que là, on peut explorer encore autre chose. Peut-être que limite, venir en complet néophyte, explosion totale de sensations, je sais pas. Mais voilà, l'avantage, c'est, oui, tu as l'imaginaire et ta propre manière de faire, que tu aies déjà pris ou pas. Et tu as l'accompagnement de la personne qui va s'adapter à toi et en même temps te proposer un truc, toujours à l'équilibre entre je suggère, pour pouvoir te guider et pas te laisser juste... Et en même temps, lâcher du lest pour laisser ton imaginaire faire le reste. Donc c'est un peu ça, l'art de l'hypnose, c'est ça. C'est cet équilibre entre je te propose, mais pas trop. Ouais, tout l'équilibre entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé, en fait. Ça. Et puis c'est grâce à cette manière, en ayant l'équilibre juste des deux côtés, où on peut se rapprocher le plus possible de l'effet, en fait. Je trouve que le rôle de l'hypnotisé, en tout cas dans le monde occidental, n'est pas assez exploré. Parce qu'en fait, on a l'impression que l'hypnotiseur est en train de faire des choses. Non, c'est l'hypnotisé qui est en train de créer un monde. Moi, quand je fais des séances d'hypnose, je mets souvent beaucoup de liberté, je donne beaucoup de liberté aux gens, en leur disant, dites-moi ce qui ne va pas, surtout au début. Dites-moi ce qui est OK pour vous, dites-moi ce que vous aimeriez, dites-moi ce... Donc ça, c'est pour créer un cadre sécure. Et après, de savoir à quel moment on va mettre de la surprise, à quel moment on va mettre des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Parce que si je propose que des choses que les personnes veulent, bah, ça va rester dans leur cadre de perception habituel. Et en même temps, pas donner un truc tellement surprenant que ça va venir mettre en garde ou, tu vois. T'aurais une petite anecdote un peu plus concrète où t'as fait vivre une expérience psychédélique? Est-ce que t'as des collègues ou toi qui a fait une autre séance d'hypnose? Alors j'en ai parlé avec certains collègues, il y a plein de gens qui font des trucs un peu marrants. Un des trucs les plus connus, avant de parler de psychédélique, c'est un peu le verre hypnotique, on va dire, l'état d'ébriété hypnotique, l'ivresse hypnotique. Ça c'est vachement marrant de le faire, surtout dans des cas festifs. Tiens, vas-y, prends ce verre, et la personne, quelles que soient ses croyances, si elle projette que en fait dans ce verre il y a vraiment une substance, ben forcément elle va le créer. Donc il y a ça. J'ai déjà fait une séance, je te proposerai une photo ou une vidéo de ça, où je savais que la personne avait déjà fait des rituels, notamment ayahuasca et autres, donc DMT. Et donc sachant ça c'est ma prise d'info, bah, je lui ai recréé un cadre qui ressemblait, un cadre rituel inventé de toutes pièces dans ma tête, mais en essayant d'y mettre mes connaissances et en influant dans ma façon de parler ses perceptions. C'est-à-dire j'utilisais des mots spécifiques, un vocabulaire spécifique, une manière de parler spécifique. Je m'incarnais vraiment dans une espèce de rôle de pseudo-chaman, je ne sais quoi, mais dans un rôle, dans une séance d'hypnose. Pour le coup, elle était thérapeutique, elle n'était pas juste festive ou récréative, mais safe et sans de prise autre. Et tu vois la personne partir dans les mêmes... pour avoir été témoin de cérémonies, de voir à peu près les mêmes trucs se mettre en place, c'est assez marrant. Et un dernier truc, c'était avec une collègue hypno qui avait jamais vécu d'effet, qui est une praticienne qui elle-même n'a jamais vécu d'effet, du coup elle vivait avec une petite frustration. Puis un jour on faisait des formations, du coup on se fait des séances entre nous, et à la toute fin, elle fume pas, etc. À la toute fin, je dis, mais en fait t'as jamais fumé de joint?
Non. Ben écoute, c'est-à-dire elle est encore dans sa séance. Je dis, ben écoute, pour finir, je te propose ce joint, il est très très fort, hein, fais gaffe, etc. Et la personne, on commence à voir ses yeux, elle commence à rire, et tout ça, c'est que des constructions d'esprit. Et, euh, et ça a l'avantage de ne pas avoir d'accoutumance, pas avoir d'effets secondaires, ça fait pas mal à la tête. Complètement, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est assez fou. Et du coup, la personne, après la séance, elle disait quoi Immédiatement, elle est de retour et elle disait, ouais, c'est dingue, je me sentais comme ça. Elle a vraiment, enfin, subjectivement, elle a vraiment vécu un truc altéré. Incroyable, ouais. Ouais. Pour clôturer, on va en revenir peut-être à la surprise qu'on vous a teasée au tout début de la vidéo. C'est que, avec une équipe de tournage, on va vous proposer une grosse vidéo dans laquelle Mourad va hypnotiser 5 personnes et leur faire vivre un trip psychédélique, comme si elles avaient consommé une grosse dose de champignons hallucinogènes. Donc ça va être assez fou. Et dans cette vidéo, tout sera filmé et vous pourrez voir directement la réaction des personnes. Et on se penchera aussi sur les différentes expériences que les personnes ont vécues. Et comme ça, on pourra sortir quelques analyses qualitatives et statistiques pour voir si ça fonctionne réellement ou pas. Même Toujours si, pour répondre à l'archétype du physicien. Voilà, Il nous faut de la data. Exactement, on est vraiment dans ce côté scientifique. Et donc ça va vraiment être une grosse vidéo qui va sortir prochainement sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour pas la rater, tout simplement. Et je remercie encore Mourad pour sa disponibilité, parce que c'est vraiment un homme incroyable qui a plein de choses à nous raconter, c'est vraiment trop bien. Donc allez le suivre sur ces différents réseaux qui s'affichent à l'écran et qui seront aussi disponibles dans la description, parce qu'il fait vraiment des choses hyper incroyables, c'est vraiment un homme qui touche à tout. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.